Cette semaine à la ligne bleue, nous faisons le tour de l'actualité avec Raphaël Bergeron-Gosselin. Nous parlons à Marianne Saint-Gelais qui s'est entretenue avec nos athlètes du parcours leadership. Et finalement, une entrevue avec Émilie Fournier, physiothérapeute de l'équipe de football. Déjà, le 4e épisode de cette série légendaire qu'est la ligne bleue. Ouais. Une série qui va marquer une génération d'étudiants ici à l'Université de Montréal qui vont dire un jour, j'ai connu ce joyeux trio d'animateurs d'un podcast. Et j'aspire à les suivre. Absolument. Et j'aspire à devenir fameux. Arrêtez-nous dans la rue. On est là, on peut signer des autographes. On est souvent au soupe-soupe. Venez nous chercher. En même temps, laissez-nous notre bulle, s'il vous plaît. Laissez-nous respirer. Nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Mais merci de nous suivre. Continuez de le faire en grand nombre. On apprécie beaucoup. Et c'est plaisant aussi d'avoir des petits comebacks. Justement, il y a des athlètes, des parents d'athlètes même qui nous ont dit qu'ils écoutaient, qu'ils aimaient ça. Ou il y a même des petits trucs des fois qui nous disent améliorer. Puis on prend les commentaires. Je veux dire, puis c'est très cool pour s'en faire parler du moins. Tout à fait. Et justement, là, ce 4e épisode-là s'annonce comme un pivot dans la saison, un moment important, et on va parler de ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc, oui. C'était pas terrible comme façon pour vous lancer, mais donc... Moyen, Raphaël, mais... c'est correct, on va le prendre. Raphaël, aujourd'hui, de quoi tu nous parles? Ben écoute, on dirait que depuis qu'on a commencé l'épisode 1 à chaque semaine, je dis ça s'en vient, ça commence, c'est là. Puis la semaine dernière, c'était vraiment la première semaine, mais là, je pense que je vais la qualifier, celle-là, de première vraie grosse semaine au Sepsum qui s'est déroulée. Bon, on avait immense semaine, c'est ça. On a passé beaucoup de temps dans les estrades, sur la galerie de presse. Donc, on se connaît déjà mieux, beaucoup. Exactement, oui, on commence à se connaître beaucoup, nos allégeances de football, surtout avec la saison de la NFL qui a recommencé. On pourrait faire un spécial un jour. Mais... à suivre. Assurément, on peut savoir qu'il y en a beaucoup de petits morceaux de caoutchouc dans les souliers, là, qu'on passe beaucoup de temps sur le terrain. Oui, c'est vrai. Parce que le soir, tu mets tes souliers, du caoutchouc. Exactement, le terrain synthétique de football et de soccer, et de morceaux rugby, de caoutchouc et de rugby. Autant de morceaux. Donc, il y en a beaucoup dans mes souliers et en dessous de mon bureau, mais tout ça pour vous dire que cette semaine, il y avait au Sepsum du soccer, du rugby, le tournoi de golf qui se déroule pas au Sepsum, mais quand même, c'était au Sepsum, mais c'était le tournoi de golf des Carabins. Oui. Un match de football, on en a parlé beaucoup la semaine dernière, le Rouge et Or qui était en visite au Sepsum, donc il y avait beaucoup d'ambiance ici, puis on peut dire qu'en général, là, au total, ça s'est quand même très bien passé. C'était lit. Absolument. C'était pas la chose de l'épisode, ça. Laurence. Oui. Ben en fait, dimanche dernier, il y a quelques-uns de nos étudiants athlètes qui ont participé au programme du parcours leadership Carabin et qui ont eu la chance de rencontrer nul autre que la triple médaille olympique et nouvellement retraitée Marianne Saint-Gelais. Alors aujourd'hui, on aura aussi la chance de pouvoir s'entretenir avec elle pour tout ce qui a trait vie après sport. Incroyable. La pétillante Marianne Saint-Gelais sera avec nous aujourd'hui dans absolument. Ce 4e épisode de la ligne bleue. Yes. Ça promet beaucoup parce que moi, le parcours leadership, c'est un programme que je suis vraiment, qui m'intéresse beaucoup et que j'aimerais en savoir davantage parce que... je serai là pour t'expliquer ça. On en a entendu parler, mais personne n'est trop au courant, je veux dire, peut-être pas personne, mais rares sont les gens qui sont vraiment informés sur ce parcours-là, mais comme tu le disais, c'est vraiment intéressant. Ouais, on revient là-dessus, moi puis Marianne. Parfait. Et puis, en terminant, on va avoir une petite entrevue avec Émilie Fournier, physiothérapeute de l'équipe de football, qui va nous parler de son rôle dans l'intervention samedi dernier lors du match entre les Carabins et le Rouge et Or, mais aussi du suivi médical dont bénéficient tous nos athlètes ici à l'Université de Montréal. Raphaël, à toi, la rondelle, je te la passe pour ta chronique hebdomadaire. Oui, bien écoute, la semaine dernière, c'était, je dirais pas une émission spéciale sur le match Rouge et Or Carabin, mais presque. Donc, bon, j'ai pas le choix de débuter avec ça. Absolument. Puis ce match-là, on peut le dire tout de suite, ça s'est terminé 12-7 en faveur du Rouge et Or. Oui. Mais je pense que ça l'a quand même confirmé 3 trucs qu'on savait déjà, mais ça nous les a confirmés. C'est-à-dire? Premièrement, match Rouge et Or Carabin, ça va toujours donner des bons matchs excitants. On le savait. C'est souvent comme ça, je dirais à 98,7%. Ça donne des bons matchs. Encore une fois, on a repris le ballon. Il restait moins de 2 minutes. Il fallait... C'est pas facile, mais il fallait traverser le terrain, les marquer de suite. On avait une chance. Traverser le terrain. Non, je veux dire, on avait une chance jusque dans les dernières secondes, jusqu'au dernier jeu. Première chose que ça a confirmé. Deuxième chose que ça a confirmé, les Carabins, on
a une défensive extraordinaire. Absolument. Incroyable. On en parle encore une fois chaque semaine, mais je veux dire, le Rouge et Or qui représente une des forces en offensive. Leur carrière, Hugo Richard, qui en a sa dernière saison, on leur a pas accordé de toucher. Aucun touché. La défensive qui a réalisé des sacs du corps, des fois même des séquences, là, 2 sacs du corps, on ramène les unités spéciales. Ça, c'est arrivé 2 fois pendant le match, si je me trompe pas. Ça a mis, c'était un match à bas pointage. Fait que des fois, la foule est incroyable, mais ça arrive par court moment. Il y a des petites périodes que les gens sont un peu plus calmes. Puis quand tu amènes ta défensive sur le terrain, puis qu'en 45 secondes, tu fais 2 sacs du corps, puis tu sors, puis les unités spéciales reviennent, puis ton offensive revient par la suite, ça met littéralement le feu au stade. Oui, puis il ne faut pas oublier que sur les 4 placements du Rouge et Or, le premier il travaillait avec un très court terrain, vu qu'il avait volé le ballon. Il y avait une interception dans notre territoire, à peu près à la ligne de 20-25, ce qui est à peu près, à tout fait pratique, un placement presque assuré. Donc, déjà là... c'est arrivé 2 fois. Oui, donc c'est ça. Donc, c'est quand même des séquences où on n'a pas vu de grosses poussées offensives du Rouge et Or, ce qui est extrêmement bon signe parce que, comme tu l'as dit, c'est une attaque bien rodée, très talentueuse. La nôtre aussi, démontré de belles choses, réussi une belle poussée qui a mené avec le seul touché du match, la course de Dimitri Morin. Donc, un autre grand match, effectivement, même si les mines étaient un peu basses après le match, parce qu'on aurait aimé le gagner, exactement. On aura la chance de se reprendre dès cette semaine à Sherbrooke. Oui, dès cette semaine à Sherbrooke. Et contre Québec, c'est le 8 octobre, le dimanche. Le dimanche de cette semaine-là. Donc, on s'en va à Québec. Et juste pour terminer, la troisième chose que je disais qu'on savait, mais que ce match-là a réussi à confirmer, c'est qu'on a de véritables chances de se rendre loin cette année en série. Je veux dire, on a beau... Il y en a qui peuvent regarder peut-être le pointage final, dire, bon, ben écoute, on a perdu. Mais il y avait beaucoup d'absents. On a perdu Arnaud, les gens le savent, sur la ligne offensive. Mais aussi nos receveurs de passe. Louis-Mathieu Normandin n'a pas participé au match. Guillaume Paquet, Kevin Kaya est terminé avec un match aussi serré. Pas de maillot non plus, t'as pas là. Exactement. Donc, il y avait beaucoup de joueurs d'impact qui n'étaient pas en uniforme. On ne veut pas utiliser ça comme excuse. C'est jamais une excuse, mais on ne peut pas nier non plus que ces gars-là ont un impact sur le match qui est positif puis sur le résultat. Donc, non, mais ça montre la profondeur. Ça montre la profondeur. Puis c'est vraiment, vraiment encourageant. Puis, écoute, on a eu une journée parfaite. Il faisait tellement beau. Pas trop chaud, pas trop froid. Un autre bon match de football. Puis, on reprend ça cette semaine, comme tu disais. Dans l'ensemble, la journée, là, on peut se le dire, malgré la défaite, c'est sûr, on est un peu déçus, mais on peut vraiment dire la température, l'ambiance en fin de match. Parce que là, on a vraiment senti, elle était le gate avant, puis on a vraiment senti en fin de match le vent tourner, le toucher offensif, quelques extraordinaires jeux en défense. Donc, on a vraiment senti, la foule était dedans, le DJ au Sepsum est extraordinaire, donc ça contribue à tout ça. On peut le dire, Laurent, je pense qu'on peut vraiment le dire, c'était vraiment... Match à guichet fermé, 5100, je crois. 5100 présents, mais à guichet fermé. Donc, exactement. Donc, non, c'était incroyable. Puis, il faut que j'en parle parce que je me rappelle d'une séquence quand on a marqué notre toucher, le seul toucher de la rencontre. Bon, là, c'est sûr, la foule était démentielle. Puis après ça, on ramène notre défensive. Puis, comme je disais, 2 sacs du corps, back-to-back, un après l'autre. Là, ça a été un genre de 2-3 minutes complètement incroyable. C'est à partir de ce moment-là qu'on y a cru jusqu'à la fin. Puis que ça a fait en sorte qu'on a eu un bon match de football. Un autre classique, Carabin-Rougeard. Puis on a déjà hâte au deuxième match entre les deux puissances du Québec. Absolument, au début octobre. Et il y avait également 2 matchs au Sepsum vendredi soir. Il y avait les 2 terrains d'action, c'est spécial. Exactement. Sur le terrain du stade et sur le terrain Vincent Dédié, on entendait des sifflets, des cris partout. Ben oui, moi, je me trouvais sur la galerie de presse du stade donc de football et de soccer. Oui. On est quand même élevé. Donc, je voyais d'un côté le stade de soccer. J'étais là pour ça, justement. Et Renaud et Laurence, vous étiez pour votre part au rugby féminin. Donc, je vous voyais pas un petit peu trop, mais je voyais les lumières, les filles qui jouent. Donc, c'était une belle vue, même que j'en ai profité pour réaliser un incroyable story Instagram. C'est légendaire. On se rendait compte aussi, parce que moi, je me rends compte, la musique, lorsqu'il y a l'hymne des Carabins, lorsque au soccer, on marque un but, là, qui est le thème musical officiel des Carabins, on se rend compte à quel point il résonne dans la montagne. Parce que nous, sur le terrain Vincent Dédié, on fait absolument savoir quand les filles marquaient un but au soccer de l'autre côté de la rue. C'est comme si on y était. Là. Puis des buts au soccer, justement, il y en a eu 3 en première demi. On a commencé très, très fort. Donc, à la mi-temps, c'était 3-0. Ça s'est terminé 3-0. Mais c'est pas parce qu'on a moins bien joué en deuxième demi. Là, on a donné la chance à beaucoup de joueuses qui voient moins d'action, de voir du terrain. Puis, tout de suite après le match, justement... C'était contre les Gators de Bishop. Exactement, contre les Gators de Bishop.
match-up. Donc, c'était un programme 5 parce que les Gators n'ont pas d'équipe masculine. Ouais. Donc, seulement les filles qui étaient en action. Puis, après le match, je demandais à Kevin McConnell, l'entraîneur, est-ce que tu es déçu? Peut-être que l'équipe n'a pas marqué en deuxième demi. Puis, il me disait non, aucunement, on a eu des chances. Puis, c'est vrai, là, je l'ai vu moi aussi, on a eu des chances. Puis, il y a des filles qui ont eu de l'action, qui en ont moins. Puis, ça peut juste être bénéfique pour le futur, s'il y a des blessés ou peu importe. Absolument. Donc, tout à fait, pour former la relève. Puis aussi, tu le dis, c'est une longue saison pour le soccer et on a de grandes aspirations encore cette année. Puis, Emmanuel, encore une fois, un fort match. Oui, exactement. Un but, une passe, joueuse par excellence de la rencontre. Nos bases sont solides. Les recrues, on a une recrue aussi, Sacha Laoun, C'est non, son premier but en carrière? Excuse-moi, pas Sacha du tout, je me trompe même de sport en ce moment. Mais on a une recrue, peu importe, j'oublie son nom en ce moment, mais ça a été très bien fait. Puis les bases sont solides, les recrues, les joueuses même de deuxième année, que l'an passé, les recrues qui ont moins joué, pour eux, ça augure très, très bien pour les championnes canadiennes. Faut pas l'oublier. Absolument. Et au niveau du rugby, de l'autre côté de la rue, au même moment, on affrontait les Ravens de Carleton. Oui, les Ravens de Carleton. Puis écoute, vous allez pouvoir m'aider parce que vous étiez là. Mais bon, première demi, pour dire les choses comme elles se sont passées, peut-être un petit peu moins facile, moins rôle. Mais tu sais, je pense que l'important, c'est comment ça s'est terminé. Puis c'est là-dessus qu'on va bâtir pour le reste des matchs. En deuxième demi, les joueurs sont sortis fortes. À un moment, début de deuxième demi, on perdait 31-7. Et Laurent, je pense que tu peux confirmer. Quand tu perds 31-7 au rugby, tu sais... C'est surtout que ça allait pas bien du tout. C'était pas un 31-7. En fait, c'était plus un état d'esprit. En première demi, les filles, je pense... En fait, c'était le premier match à domicile. Premier match aussi où il y a des gros leaders qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais il y a des gros leaders qui étaient plus présents. Fait que je pense que et les vétérantes et les recrues devaient trouver leur place non seulement sur le terrain, mais aussi en termes de communication, puis d'échange, puis de rythme. Fait que je pense qu'en première demi, c'était ça. Deuxième demi, c'est comme si la tempête s'était réveillée. Je veux dire, les gens avaient trouvé leur place, puis là, on niaisait plus. Et la foule. La foule, les estrades du terrain Vincent d'Indy étaient remplies. Tu y étais, Laurence, avec ton énergie, des beaux jours. Oui, et plusieurs vétérantes, je dois dire. Exactement, notamment. Avec ta gang et les gars aussi, l'équipe de rugby et d'autres. Ils sont tous, je sais pas s'ils sont tous venus, mais ils étaient beaucoup. Là. Oui, on entendait beaucoup. mais non, c'était vraiment... l'énergie était... Oui, litre. Une fois de plus, je suis pas gêné de le dire. Je vais le dire moi-même, c'était litre. Pour vrai, j'étais très impressionné. Une première demi, on l'a dit, difficile. L'entraîneur-chef Michel François me disait après, je pense qu'ils ont joué plus large qu'est-ce qui s'attendait. C'était une surprise pour elle, pour les filles. Une équipe jeune, effectivement, on l'a déjà mentionné. Mais ils voulaient surprendre l'adversaire. Les Carabins, ils se sont fait surprendre, finalement. Mais en deuxième demi, comme tu as dit, c'est comme si vraiment, en passant en deuxième vitesse, Galoula Fouamba, surnommé Galou, a été extraordinaire, mais vraiment, on la savait déjà bonne, mais elle l'a tout donné. Elle poussait les gens, comme je l'ai fait jadis pour une poutine aux petites heures du matin. À la banquise. C'était vraiment impressionnant. Et aussi, il faut quand même le mentionner, 2 beaux essais de Sabrina Neveu, qui, elle, avait des belles feintes, des belles courses. Puis qui jouait 10, donc meneur de jeu pour... en tout cas, je sais pas si c'est sa première fois, mais moi, c'est la première fois que je la voyais jouer 10, donc qui a fait un excellent travail. Puis je pense qu'à la fin, ses jambes avaient envie de courir davantage. Laissons-la aller. Oui, c'est ça, exactement. Déployez-la. Je l'ai mis dans la story, son deuxième essai, je ne me trompe pas, qui vraiment ramenait les Carabins à 2 points d'adversaire. Ah, c'était chaud. C'était incroyable. C'était vraiment une course. Elle n'a rien envié à Snell Robot, le porteur de ballon des Carabins. C'était des feintes extraordinaires. Donc, c'était vraiment un super beau match. Puis je pense que ça termine sur une note positive. Oui, les Ravens ont gagné au bout du compte, mais de façon que ça a été géré. Moi, j'étais à côté du caucus à la demi lorsque les filles sont rassemblées avec l'entraîneur, le groupe d'entraîneurs. Puis on sentait le moral était bas. Il y avait besoin de vraiment de retrouver leur aplomb et ils l'ont fait en deuxième demi. Fait que tu peux juste sortir de ce match-là. En plus, l'autre équipe qui célébrait après comme s'ils avaient gagné le championnat du monde, ça veut dire quand même que pour elles, elles ont eu chaud. Parce que c'était pas juste à la fin. Non, puis c'était à la fin, en fait. Eux, ils ont fait... le Carleton ont fait un essai, je sais pas à combien de temps de la fin. Dernière minute de jeu. Dernière minute de jeu. Mais on avait 2 blessés sur le terrain. Fait qu'on était 13 contre 15. Ça excuse rien. Mais c'est-à-dire... ça a des avantages du C'est ça, exactement.
Mais donc, dans l'ensemble, un très beau premier match à domicile, ça promet beaucoup pour Et rapidement, c'était le deuxième tournoi de golf de la saison aussi, donc le nom Carabin. Sacha Lahoun, je savais pas pour rien que j'avais son nom en tête tantôt, une recrue de golf et non de soccer, c'était une recrue, mais qui a joué une excellente ronde pour l'entraîneur adjoint Nicolas Quirion qui a tenu à mentionner son travail. Les femmes, autant que les hommes, ont terminé au deuxième rang. Et il disait, bon, il reste un tournoi d'ici la fin de la saison. Et l'objectif, c'est d'au moins remporter un tournoi. Donc, le premier et le deuxième, on a terminé deuxième. Et là, on vise la première place pour le dernier tournoi de la saison. Donc, du côté des femmes, performance à retenir Sacha Lahoun, la recrue. Et des hommes, Félix Normand a réussi son, attention, pas premier, deuxième, mais troisième trou d'un coup en carrière. Oh, donc, Félix Normand, encore une fois, qui a réussi la meilleure performance du côté des Carabins. On prend son pointage semaine après semaine, tournoi après tournoi. Et là, en plus, au sixième trou de la dernière ronde, donc de la troisième ronde, met la balle directement dans le trou. Donc, puis Félix Normand, recrue de l'année l'an dernier dans le réseau québécois. Vraiment un très bon joueur de golf. Et vous pourrez aller voir sur l'Instagram Carabin Golf, dans leur compte à eux. Et on va le mettre plus tard sur l'Instagram des Carabins. Le fameux, la balle qui va chercher, la vidéo de lui qui va chercher sa balle dans le trou. Pour avoir moi-même réussi à trou d'un coup jadis, c'est un grand moment. Toi aussi, voilà. C'était un coup raté, mais tombé dans le trou. Là, mais c'est un beau moment quand même quand tu vois ta balle dans le trou. Donc, félicitations à Félix Normand qui réussit un exploit. Pour des golfeurs de cette qualité-là, c'est peut-être moins exceptionnel que toi et moi, Raphaël, qui avons davantage les réflexes de labourer. J'en suis certaine. Donc, pour eux, c'est peut-être plus chose commune, parce qu'il y a quand même 3. Moi, j'avais déjà vu des statistiques là, de faire 2 trous d'un coup dans une vie, t'avais plus de chances, je pense, d'être dans un accident d'avion et te faire frapper par la foudre en même temps. J'ai pas de statistiques là-dessus, mais je suis pas mal certain qu'il y a des joueurs professionnels qui n'ont jamais fait de trou d'un coup, là, ou du moins qui en ont peut-être fait un. Mais en partant, c'est plus d'1 million, 1 sur 1 million, la chance de faire un trou d'un coup. Parce que tu mettais Tiger Woods à côté de Félix Normand sur ce trou-là, puis Félix Normand battait Tiger Woods. Là. Voilà. Donc, c'est dit. Tout un joueur de golf. C'est Raphaël qui le dit, ça doit être vrai. Exactement. Excellent. Et donc, une autre semaine chargée pour les Carabins, mais pas au Sepsum cette fois. Il n'y a pas d'événement au Sepsum ce week-end. Non. Outre, je pense, un match hors concours de hockey. Exactement. Donc, mais sinon, toutes les autres équipes jouent à l'extérieur. Ça bouge beaucoup. Le soccer, 2 matchs. Le football, on s'en va à Sherbrooke. 2 équipes qui sortent de défaite, qu'on l'a dit. Donc, genre de voir comment autant Sherbrooke que nous, on va réagir. Un match qu'on peut voir à TVA Sport. Exactement. Match si vous n'avez pas l'occasion de vous rendre à Sherbrooke avec les Montagnards. C'est à 14h samedi à TVA Sport, le match de football. Oui, donc le football à TVA Sport, 2 matchs de soccer. La première étape de cross-country à McGill et du rugby féminin à Ottawa. Donc, grosse fin de semaine. Pas ici, mais quand même, on peut suivre ça là, sur les médias sociaux. On va faire une grosse couverture de tout ça pour le football baissé à la télévision. Absolument, absolument. Ben, merci beaucoup, Raphaël. Et re-bienvenue à ce 4e épisode de La Ligne Bleue en compagnie de Laurence et Raphaël, mes 2 collègues du département des communications et du marketing des Carabins. Laurence, aujourd'hui pour ta chronique, nous avons une invitée très, 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 très spéciale. Je te laisse nous la présenter. Absolument. En fait, c'est une triple médaille olympique. Ah, okay. C'est une vice-championne du monde en patinage à vitesse Raphaël, qui a pris récemment sa retraite. Marianne Saint-Gelais, bonjour! Oh, salut! Ça va? Ça va très bien, merci de me parler, vous autres. Là. En cette belle matinée. Dis-moi, Marianne, toi qui as vécu des gros changements dans les derniers mois, est-ce que ça va bien? Comment se passe la Marianne qu'on connaît? Bien, ça va mieux. Je peux pas dire que je vais totalement bien. Je peux pas dire que tout est rose puis qu'il y a plus de récidive, je veux dire, j'ai fait du sport pendant tellement d'années, c'était ma routine pendant tellement longtemps que même il y a des fois des trucs que je fais dans mon quotidien qui me font comme me frapper au visage. Je fais comme, OK, pourquoi je fais encore ça? Pourquoi j'ai encore ce réflexe-là quand, mon Dieu Seigneur, je ne suis plus une sportive, tu sais. Puis des fois, ça me fait rire. Des fois, ça me fait pleurer. Puis des fois, ça me fait de la peine. Puis des fois, je me dis, c'est comme ça, c'est la vie, puis je suis contente d'avoir vécu ça, tu sais. Fait que c'est encore un petit peu en montagne russe, mais, je vais vraiment mieux. Je trouve que je pense que le gros est passé. Puis c'est ça, je suis capable maintenant d'aller à l'aréna, d'aller voir les filles, de parler patin, puis de voir aussi l'ensemble de ma carrière comme quelque chose de beau, parce que, au début, je voyais juste mes jeux, puis ça n'avait pas bien été, puis je me disais, mon Dieu, j'ai pas une super de belle carrière. Fait que là, on dirait que de voir aussi le portrait global,
c'est aussi une prise de conscience, puis le fait que ça me fait voir que maintenant je vais mieux puis que ça va dans le bon chemin. Tant mieux. Puis c'est en fait un peu pour ça qu'on veut te parler aujourd'hui, pour parler après carrière sportive en général, parce que on sait que dimanche dernier, tu es allé rendre visite aux étudiants athlètes qui sont membres du parcours Leadership Carabin, à moins que je me trompe, pour leur parler un peu de ce que c'est préparer, vivre un après-carrière. Je me permets de juste expliquer à ceux qui nous écoutent ce qu'est le parcours Leadership, parce que c'est pas tout le monde qui connaît. En fait, c'est un programme qui est offert en exclusivité aux étudiants athlètes des Carabins. L'objectif avec ce programme-là, c'est vraiment de bonifier la combinaison du sport et des études, d'offrir un apprentissage complémentaire qui est axé sur le leadership. Donc, de faire en sorte que quand les jeunes viennent au Carabin, non seulement ils se développent comme athlètes, ils se développent comme étudiants, mais aussi comme êtres humains. Et leader de demain, finalement. Là. Et leader de demain, exactement. Et toi, Marianne, tu as été invitée pour parler avec c'est à peu près une vingtaine de personnes, si je ne me trompe pas, dimanche dernier. En quoi consistait ta visite avec cette belle gang-là? Bien, probablement, c'était vraiment une super invitation. Là. Je veux dire, on m'a invité à parler de ma transition, de comment ça se passait en ce moment. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment illustré un peu le portrait global pour que tout le monde comprenne aussi que ça signifie quoi prendre une retraite, là, tu sais, puis pourquoi ça peut être difficile. Puis en même temps, c'est aussi de leur montrer que c'est normal d'avoir de la peine. C'est normal aussi de vivre un deuil. Tu sais, puis souvent, ils se comparent pas à moi parce qu'ils disent, moi, j'ai pas fait les jeux, mais t'as pas besoin de faire les jeux pour avoir aimé un sport, pour avoir été passionné. En bout de ligne, c'est la passion qui a fait en sorte que tu as pris des choix. Peu importe les résultats que tu as été chercher. C'est ça qui est important. C'est que tu as été attaché à quelque chose, puis du jour au lendemain, il faut que tu te détaches, puis on te demande de faire autre chose, puis de réapprendre à faire du sport plus lucratif, puis d'en faire juste pour être en santé. Fait que c'est normal que ça soit un ajustement. Normal que tout le monde passe par là. Exactement. Fait que c'était ça aussi, c'était pas de banaliser le fait que je suis une athlète de haut niveau, mais de faire c'est normal que tu le vives, puis peu importe le degré que tu as été, le niveau que tu as eu dans ton sport, c'est ça. C'est assez normal que tu passes par là. Oui, parce que l'adrénaline aussi des compétitions, j'imagine, Marianne, l'adrénaline parce que tu dis faire du sport récréatif, c'est plus la même chose, naturellement, que quand tu t'es entraîné pendant des mois et des mois pour un moment, pour une compétition. Ça doit être surtout ça. Ça doit certainement pas être de se lever à 5 heures du matin qui te manque tant que ça. C'est plus la partie de la compétition, les grands moments, là. T'as raison. Le réveil matinal ne me manque pas. Mais t'as raison, tu sais, puis chaque athlète, on carbure à des choses qui sont différentes. Tu sais, moi, tu l'as vraiment bien dit, c'était la compétition, l'adrénaline. On est des gens, souvent, qui sont capables, qui veulent en prendre plus, qui sont capables de, je sais pas, qui veulent gérer aussi 25 000 affaires en même temps. Avoir un temps mort dans une journée, c'est pas possible pour nous. Tu sais, fait on a des qualités qui se rejoignent beaucoup, puis qui peuvent en même temps devenir néfastes dans un sens, parce que c'est ça qui nous rattrape quand on prend notre retraite. Le défaut de la qualité, en fait. Ben, c'est ça, tu sais. Puis après ça, là, tu as du temps pour toi. L'adrénaline, tu l'as plus. Mais c'est d'apprendre à combiner avec ça. Puis de pas de dire, le voir du bon côté, tu sais. C'est ça qui est difficile parce que moi, au début, j'avais le réflexe de dire, ben, plus jamais je vais vivre quelque chose d'aussi grand puis d'aussi stressant que le sport, tu sais. Puis c'est peut-être vrai, mais en même temps, c'est pas la bonne façon de le voir. J'ai eu la chance de vivre de mon sport. J'ai eu la chance de faire ce métier-là pendant longtemps, puis qui m'a emmené à des émotions que peut-être que je vais jamais revoir, mais au moins j'ai cette chance-là de le voir, puis j'ai poussé mon corps à des limites, oui, autant physiques, mais mentales, tu sais, fait que c'est de le voir de ce sens-là, au lieu de dire, de le voir comme une finalité, tu sais, c'est toutes des qualités, puis des trucs que j'ai pris, qui sont dans mon baluchon, puis maintenant, que je vais marcher avec pour le restant de mes jours, tu sais, fait c'est ça, c'est une façon vraiment de voir les choses, puis de, je sais pas, de combiner avec, tu sais, fait que ça a été, je veux dire, pour moi, c'est le fun aussi, je veux dire, j'ai parlé avec des jeunes, puis, oh mon Dieu, je veux dire, je suis encore dans mon processus, fait que pour moi, c'est du donnant-donnant, ça me fait du bien à moi aussi de parler de ça, puis de parler de mes prochaines étapes, puis de parler de qu'est-ce que j'ai vécu, puis
Fait que, non, c'était vraiment... J'aimais ça au bout. C'était une belle visite. C'est une belle gang aussi, il faut dire. Là, je les ai rencontrés un peu, là, les étudiants du parcours leadership. Ils ont été sélectionnés d'abord. Il fallait qu'ils envoient leur candidature. Et ils ont été sélectionnés parmi un groupe. Et donc, on a affaire à des jeunes allumés et allumants. Là, absolument. Puis, Marianne, concrètement, comment ça se prépare un après-carrière? Tu sais, pour ceux qui nous écoutent, qui finissent, en fait, tu as raison que ce soit un athlète de haut niveau qui est allé au jeu, un athlète d'élite qui fait du sport de haut niveau à l'école ou autre. Comment, concrètement, on peut planifier ça? Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on aime mieux pas y penser? Comment ça se passe? Bien, c'est ça qui est difficile, c'est que chaque personne va avoir son propre cheminement, tu sais. Puis, j'ai pas la prétention de dire que ce que moi, je leur ai dit, puis que ce que je vais vous dire là, c'est la méthode à faire. On a besoin d'aide, premièrement. Tu sais, préparer une retraite, ça se fait pas toute seule. Parce que même si on est très, très, je veux dire, centré sur nous-mêmes, les athlètes, là, puis c'est comme ça qu'on performe, il reste que cette portion-là du travail, on peut pas la faire toute seule, tu sais. Fait qu'il y a des gens que ça va rassurer, puis que ça va aider de savoir... par exemple, de faire un CV. T'sais, ils vont faire un CV parce qu'après ça, bon, ils vont savoir que quand le sport va être terminé, ils vont pouvoir aller sur le marché du travail, puis ils vont réaliser en même temps qu'est-ce qu'ils ont acquis dans la vie. T'sais, où il y a eu le sport, mais il y a eu autre chose. Il y a des gens que d'avoir toujours un pied à l'école pendant toutes les carrières, ça va aussi les rassurer, les stabiliser, ça va faire en sorte que quand le sport va s'arrêter, ils vont avoir cette conscience-là de dire, moi, j'étais à l'école, puis maintenant, je recommence pas à zéro. Pour moi, ce que ça a été de séparer l'athlète et la personne. On est tellement au quotidien avec l'athlète. Puis moi, je suis pas la même personne. Je suis pas la même personnalité. Quand je suis la personne, Marianne, est très, très souriante, serviable, je dirais, un rayon de soleil, là, c'est vrai. Mais l'athlète est très, très... il faut qu'elle soit plus agressive. Puis moi, je l'aime pas, l'athlète. Dans mon quotidien, je veux pas que ça soit moins elle ton genre. qui soit présente. Tu comprends? Ouais. Mais c'est important qu'elle soit là sur la glace, c'est elle qui me fait gagner. Ouais, ben sinon, tu n'aurais jamais gagné si tu avais été trop gentil. Si tu avais été Marianne, je veux dire, tellement gentille, tu aurais laissé passer les gens par politesse, finalement. Tu as tout à fait raison. Mais tu as tout à fait raison, parce que c'est un petit peu comme ça que je suis, tu sais. Fait que ça a été ça. Moi, mon travail, j'ai fait affaire avec un préparateur mental. Puis avec Fabien, c'est ça qu'on a fait. On a vraiment appris quasiment 2 ans avant que je prenne ma retraite. En fait, en 2016, on a amorcé ce processus-là de séparer l'athlète et la personne pour qu'en bout de ligne, quand moi, j'allais arrêter le sport, j'allais pas seulement m'identifier à mes performances puis à qu'est-ce que j'avais réussi à aller chercher dans mon sport. C'est qu'est-ce que ça allait apporter à Marianne, la personne, ce sport-là, tu sais. Fait que, au-delà des résultats, ça fait que tu es satisfait puis tu dis, mon Dieu, j'ai acquis de très belles choses outre les médailles olympiques. Tu sais. OK. Puis est-ce que ça changeait, parce que quand tu dis Fabien, j'imagine que tu parles de Fabien Bejean, qui est aussi thérapeute sportif, psychologue sportif, thérapeute sportif, de l'équipe nationale. Est-ce que ça change quelque chose de positif ou de négatif là, à voir pour toi pour la suite? Parce que de parler de ça avec lui, c'est aussi, lui représente aussi tout ce que tu as vécu puis tout ce dont tu lui as parlé pendant ta carrière. Est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent, qui vivent à travers ça, de peut-être soit s'entourer d'une équipe différente ou de, comme tu l'as fait, poursuivre avec les mêmes aidants qui étaient là pendant qu'ils ont fait la carrière, dans le fond? C'est parce que c'est des gens qui sont à notre disposition, tu sais, qui étaient disponibles pour nous, qui étaient là, tu sais. Fabien, je veux dire, son bureau était au bureau de Patinage Tête Canada. Fait que c'est certain que c'était un réflexe pour moi d'aller là. Mais en même temps, si cette personne-là n'avait pas répondu à ce que moi j'avais eu de besoin, ça n'aurait pas été la bonne personne pour moi, tu sais. Mais oui, je trouve que c'est peut-être des fois plus facile puis plus évident de s'entourer des gens qui sont déjà là parce qu'on a déjà une base de confiance qui sont établis, tu sais. Fabien, il m'a vu gagner, mais il m'a vu perdre aussi. Puis quand j'ai perdu, puis quand j'ai eu des moments où que c'était difficile, c'est lui qui était là pour me dire en arrière qu'il me disait les mots-clés, puis qu'il me disait les choses pour me ramener à ma performance. Tu sais, fait que j'avais une confiance en lui parce qu'à chaque fois que c'était avéré, ces périodes-là, j'avais réussi à surmonter tout ça, puis j'étais devenue une personne plus forte. Tu sais, fait que c'est important d'avoir confiance en son équipe, puis c'est ça aussi des fois qui est difficile quand on est athlète, c'est qu'on veut tellement tout gérer, puis on veut tellement rien laisser au hasard, puis on se dit si je plante, je vais planter parce que ça va être de ma faute, ce ne sera pas la faute de quelqu'un d'autre. Et en même temps, il faut laisser une petite place à des gens qui veulent notre bien. Il faut toujours penser que ces gens-là veulent notre bien. Fait que oui, je pense que c'est important. Puis moi, ça a été une révélation. Je veux dire, Fabien a été déterminant dans les 3 dernières saisons de ma carrière. Puis
c'est sûr que je recommande de bien s'entourer puis de ne pas hésiter à aller chercher l'aide des fois qu'on a besoin. Oui, puis c'est quand même un avantage ici à l'Université de Montréal. Les athlètes ont quand même un entourage et ont accès à ces services-là. Mais sinon, j'imagine aussi que l'entourage peut jouer un rôle clé. Que peut-être c'était ton cas à Marianne Saint-Gelais. Est-ce que tu as fait appel à ton entourage un peu aussi pour cette transition-là? Ben oui, puis c'est exactement ça. Je veux dire, des fois, ça peut être un spécialiste, mais des fois, ça peut être juste une personne, je veux dire, une maman, un papa, une sœur. Tu sais, des fois, ça n'a pas besoin d'être un gros... Ça dépend de toi, qu'est-ce que tu recherches puis qu'est-ce que tu as besoin. Un autre athlète qui est passé par là, que tu connais peut-être. Oui, exactement. Tu sais, c'est ça. Il n'y a pas de bonne formule. Tu sais, je l'ai toujours dit, il y a autant de réponses qu'il y a de personnes. Là, tu sais, fait que chacun va avoir son propre cheminement. Fait que, clairement, oui, c'est sûr. Puis c'est de s'ouvrir. L'important, c'est de juste quand tu as besoin d'aide ou tu dis, mon Dieu, il y a quelque chose. Là, à un moment donné, là, j'ai un plafond. Là. Il y a quelque chose qu'il faudrait que je fasse de mieux. Ben, c'est juste d'en parler et d'aller vers les bonnes personnes parce que c'est ça. À un moment donné, ça va t'aider, oui, en tant que personne, en tant qu'athlète, à performer. Mais c'est ça, je le dis souvent, c'est toi aussi, la personne qui chemine, qui va faire, après ça, ben, toute cette expérience-là que tu vas avoir acquise, ben, elle va te servir à quelque chose. Fait que, oui, c'est ça, j'invite les gens à parler. Moi, j'avais une super famille, deux soeurs, un frère, puis des parents qui étaient exceptionnels. Fait que j'ai eu aussi cette chance-là d'être bien accompagnée tout le long de ma carrière. Ouais. Puis en terminant, Marianne, si tu avais un conseil à donner à ceux qui prennent leur retraite bientôt, ça serait lequel? Ben, de faire les choses pour soi. Tu sais, de vraiment s'écouter parce que dans même ce processus de retraite-là, on va souvent se faire dire, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu prends la bonne décision? Est-ce que tu vas regretter? Est-ce que tu sais, puis tu te fais souvent... Retourner vers le sport, c'est la solution facile parce que c'est ce qu'on connaît puis c'est la zone où on est bien. Fait que quand tu viens tout juste d'annoncer ta retraite puis que là, tu fais face à tous ces nouveaux défis-là de la vie, ben oui, c'était peurant. Puis des fois, tu te dis, OK, ouais, je vais juste retourner dans mon sport, tu sais. Fait que, mais de dire que tu fais les choses pour toi puis de t'écouter, c'est ça qui va te ramener. Tu sais, moi, c'est ce qui me ramenait à me dire, Marianne, c'est pas vrai, t'as pas envie d'y retourner à l'Arena, t'as pas envie de t'entraîner, t'as pas envie de refaire les jeux dans 4 ans. Ça te dit absolument rien, ça, fille. Fait si tu t'écoutes Marianne, là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mais reste sur ton sofa à broyer 5 minutes, ça va être pas correct. Mais c'est vrai que c'est ça. Fait que si tu te ramènes toujours ça à toi, ce que toi tu veux et non ce que les autres veulent ou mettons, qu'est-ce qui serait le fun de faire? Qu'est-ce qui serait beau de faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ce que les gens y pensent? Là, je comprends. Moi, je me dis la même chose quand je vais aller au gym. Renaud, t'as pas envie d'aller au gym. Reste ton divan à broyer 5 minutes. Moi, je broye même pas. En fait, je fais juste rester sur mon divan. Puis tout est très naturel. Là. C'est ça. Avec une petite chip. Un peu chez vous, Renaud, puis ça va être bien quand même. Merci, c'est gentil. Oh my God. Un gros merci, Marianne, pour tes conseils. C'est super gentil. Ouais. Les gens du parcours leadership avaient la chance de t'avoir dimanche, mais on est content de pouvoir... j'ai spread dans la tête. Partager tes précieux conseils puis un peu de ton histoire avec la gang de la Ligne Bleue. Merci beaucoup, Marianne. Ça me fait plaisir. Merci. Salut. Hey, bye. Bye, salut. Cette semaine, nous recevons en entrevue Émilie Fournier, l'une des 2 physiothérapeutes de l'équipe de football des Carabins ici. Émilie, bonjour. Bien, bonjour. Émilie, j'aimerais d'abord que tu nous parles de toi et de l'équipe de physio qui entoure les joueurs de football des Carabins. Quand est-ce que tu as commencé avec nous? Ça fait combien de temps et qui travaille avec toi? Oui, bon, donc moi, j'ai gradué en fait en physiothérapie à l'Université de Montréal en 2013, à l'automne 2013. Et j'ai commencé au sein de l'équipe de football des Carabins comme étudiante aussi. Donc, pour la saison 2011-2012, j'étais étudiante. Puis j'ai eu l'opportunité d'avoir un emploi en 2013 pour travailler avec Patrick, en fait, qui est le physiothérapeute en chef là, de l'équipe. Et lui, il est là depuis 2002, même si je ne me trompe pas. Oui, Patrick Gendron, on a des photos de lui très vintage, là, des premiers matchs de football. Exact. C'est magnifique. Donc, pour moi, Patrick a été un mentor, puis il l'est encore toujours là, depuis que je suis arrivée là en 2011. Fait que j'apprends énormément. Fait que là, techniquement, je pense que je calcule bien, ça va être ma 6e saison, là, comme vrai physio, là, si on veut, avec les Carabins cette année. Puis, notre équipe de physio, ben voilà, il y a Patrick et moi. Oui. On a aussi, à chaque année, 6 étudiants. Okay. Comment ça fonctionne? C'est qu'on recrute, si on veut, des étudiants en 2e année, à partir de leur 2e année en physiothérapie.
qui restent avec nous pour leur 3e année, puis ensuite pour leur 4e année. Fait qu'ils ont quand même 3 ans d'entraînement avec nous, si on veut, puis leur rôle évolue un petit peu d'année en année. Et puis là, en fait, c'est qu'à chaque fois, il y a des nouveaux 2e années qui arrivent. Mm-hmm. Puis pour eux, ben c'est comme moi, j'ai vécu ça également. Ben pour moi, c'était vraiment de l'art comme expérience, puis ça m'a outillé pour rentrer sur le milieu du travail par après, là. Donc, voilà pour les physios. Ah, c'est très cool, ça. Puis, ben justement, c'est pour eux, c'est une occasion c'est comme un stage, mais vraiment les mains dans l'action, là, parce qu'ils vous aident constamment dans vos interventions. Oui, exactement. Même, en fait, quand ils sont rendus en 4e année, à la maîtrise, ils font les interventions avec nous sur le terrain. OK. Donc, ils sont appelés à intervenir, puis il y a des manœuvres très importantes qu'ils doivent savoir faire, puis que justement, on se pratique toujours constamment, puis qu'on essaye de les former pour qu'ils deviennent experts un peu là-dedans. Puis, tu sais, même à force de voir des blessures, à force d'évaluer, de voir des techniques de traitement, c'est vraiment là, si on veut se développer dans le milieu de la physiothérapie sportive, là, moi, ça m'avait donné un gros plus. Et samedi dernier, c'était la Journée internationale de la physiothérapie. Hein, votre journée internationale à vous. Bonne fête! Bonne fête! Et par une malheureuse coïncidence, quand même, l'affrontement de football entre les Carabins et le Rouge et Or a été marqué par un incident majeur. J'aimerais que tu nous parles ce matin de ton rôle à toi et celui de tes collègues dans les minutes qui ont suivi la blessure à Arnaud Gendron du Mouchel. Oui, donc pour vous mettre en contexte aussi, en fait, comment qu'on fonctionne, Patrick et moi, tout est assez protocolaire. Là. On essaye de suivre un certain protocole. Et là, c'était à mon tour d'aller faire l'intervention sur le terrain. Donc vous alternez, c'est ça? On s'alterne, exactement. Là, ça l'a donné. Des fois, c'est malheureux de le dire, mais c'est un bon vieux roche-papier-ciseaux-allumettes qui va décider qui commence à faire le terrain. Et on est pairé avec notre étudiant à la maîtrise. Donc là, moi, j'avais comme rôle de regarder les blessures qui se passent sur le terrain et d'intervenir s'il y en a une. Puis Patrick et l'autre physio, en fait, qui ne regarde pas le terrain, il s'occupe des lignes de côté. Il s'occupe de voir que tout se passe bien sur les lignes de côté, si jamais il y a des bobos qui sortent, puis qu'on n'a pas besoin d'aller sur le terrain pour les chercher, etc. Puis là, à chaque intervention, on s'alterne. Et voilà, fait que pour le cas d'Arnaud, j'ai été, c'est moi qu'on appelle un peu le physio à la tête, si on veut. Donc, on arrive sur le terrain pour évaluer l'étendue de la situation, puis après, on déclenche le protocole selon ce que j'ai évalué, et voilà. On a vu rapidement... Vous avez comme fait signe aux lignes de côté. Je pense, je me rappelle plus ce que vous montrez aux lignes de côté, mais je pense que ça veut dire qu'il y a besoin d'intervention des ambulanciers. C'est un X avec les bras, je crois. C'est ça. C'est ça. C'est notre exactement. C'est les bras croisés avec le X là, haut dans les airs. C'est qu'on a besoin d'un transport à l'hôpital. OK. Donc, ça, les ambulanciers, à chaque début de match, on va aussi leur parler. Donc, on s'assure qu'ils connaissent nos signaux, qu'ils savent aussi c'est qui notre équipe. On se présente, Patrick et moi. On va leur dire si jamais il y a tel cas, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. On est formé pour retirer l'équipement dans telles situations, etc. Donc, c'est un gros travail d'équipe qui se fait. Là. Puis, c'est ce qu'on a vu samedi, en fait, là, que ça s'est assez bien déroulé dans l'ensemble. Oui, mais vous étiez une équipe... Oui, absolument. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Là, exactement, c'est ce que j'allais dire. Habituellement, mettons, vous êtes deux physios à aller chercher un joueur blessé sur le terrain. Là, rapidement, il y a eu médecin, paramédic et tout. Exactement. À ce moment-là, en quoi ton rôle change? Puis qu'est-ce que ça change donc, dans votre intervention? Le fait que, est-ce que quelqu'un d'autre prend le lead, si on veut, de la situation? En temps normal, c'est vraiment la personne qui est à la tête. Donc, c'est le physiothérapeute. Puis quand on dit à la tête, c'est pour dire que quand on arrive sur une situation d'urgence, et même si on parle d'un cas de cheville, de genou, de hanche, de peu importe d'extrémité, il faut aller à la tête en premier parce que c'est ça qu'on veut éliminer, hors de tout doute qu'on a un risque de cas de colonne, de cas de commotion grave, ou qu'on veut éliminer ce qui est ce qu'on dit life-threatening, dangereux pour la vie ou quoi que ce soit. Donc, moi, la première chose qu'on fait, on s'en va à la tête, puis on fait notre évaluation, et là, on juge si on a besoin d'autres intervenants. Fait que tout le monde a un peu son rôle respectif. On sait tout comment mettre une attelle, faire un transfert sur une planche, un transfert sur une civière. Les médecins sont là, les orthopédistes sont là, justement, puis chacun aussi ont leur rôle, mais techniquement, la gestion des manœuvres de l'intervention se fait par le physio à la tête. Donc, c'est à toi dans ce cas-ci.
J'ai un peu, exact. OK. Puis là, en plus, moi, ce que j'ai trouvé stressant, au-delà de la situation, c'était que c'est pas juste une intervention que vous faites seul avec la personne. Il y avait 5100 personnes dans le SEPSUM. Il y avait, vous étiez à la télévision. J'imagine que ça doit rajouter un... Ou tu y penses pas dans ce temps-là? Tu y penses pas du tout. Ah non? Okay. Je peux vous le dire que j'ai pas jamais pensé une seconde à ça. Ouais. Parce que ta priorité, c'est la sécurité de ton athlète. Là. Tu t'oublies, il pourrait avoir un incendie à 5 mètres de moi, puis je pense même pas que je le... oui, peut-être, là, mais on comprend le principe. Là. Mais non, absolument. Tu penses pas à ça, tu essaies juste d'être le plus sécuritaire, le plus efficace, donner un soin optimal dans le but d'avoir la sécurité, là, puis le bien-être de ton athlète, là, c'est au centre de ton intervention. Là. Puis chaque thérapeute, on travaille en équipe, puis quand tout le monde a cette idée-là en tête, là, c'est là que ça fait un beau travail. Puis moi, ce que je trouve fascinant là, de votre travail, c'est que vous êtes, comme tu disais tantôt, il y avait des protocoles et tout, vous êtes comme vraiment une machine bien huilée, l'équipe médicale des Carabins, et ça pour l'ensemble des sports, mais et vous pratiquez ces scénarios-là, je ne me trompe pas, non? Je ne vois pas des fois répéter des trucs. Oui, tout à fait, ça fait. On n'a pas le choix parce que on a beau, on l'apprend de manière théorique ou c'est pas des choses qu'on vit souvent. Moi, une blessure de cette ampleur-là, peut-être, en 5 ans de carrière, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, mais, on n'a pas le choix. C'est comme apprendre un protocole que tu mets pas en pratique tout le temps. Tu finis par pas le maîtriser au niveau que tu voudrais. Fait que tu n'as pas le choix de te remettre toujours en situation, puis un peu à faire des mises à jour aussi. Il y a toujours des nouvelles techniques. Il y a même des formations post-graduées qu'on fait pour se perfectionner dans le monde de la physiothérapie sportive. Fait que c'est un domaine qui est en constante évolution, puis on n'a pas le choix de toujours pratiquer pour essayer d'être le meilleur possible, en fait. D'être au top, ouais. Absolument. Puis j'ai une question. Moi, je me demandais, là, il y a cette partie-là pendant les matchs. Il y a la blessure samedi, mais vous en faites à toutes les semaines, là, des interventions de tout acabit. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que tu préfères? L'adrénaline d'intervenir sur le terrain dans une situation de match, un peu comme faut se dépêcher, ou plus le traitement après ça, lors du reste de la semaine, du reste de l'année des joueurs? C'est ça, les deux. Clairement, si on fait ça, c'est parce qu'on aime l'adrénaline, puis on aime aussi l'aspect traitement plus en clinique, mais je pense que si je fais le lien entre les deux, ce que moi je trouve merveilleux avec l'emploi que j'ai avec les Carabins à l'Université de Montréal, c'est qu'on peut suivre notre athlète du jour 1 de sa blessure jusqu'au jour J où il retourne au jeu. Ouais. C'est rare des situations en physiothérapie que tu peux suivre la personne day one jusqu'à son retour au jeu. Fait que ça te fait un suivi, une rétroaction sur tes traitements, sur ton évaluation, puis ça te permet en fait de voir la progression vraiment de jour par jour, puis c'est ça qui est super intéressant aussi, en fait. Oui, parce que c'est ça qui était aussi intéressant pour les Carabins ici à l'Université de Montréal, notamment, Pat et toi, vous êtes employés à temps plein, vous voyez les gars à l'année longue, même l'hiver, quand il n'y a pas de saison, tout le temps, finalement. Là. Ça doit être aussi un beau sentiment d'accomplissement, quand un athlète se blesse, puis que ça soit grave ou non, puis que tu vois que finalement, il revient sur le terrain, puis qui est aussi dominant qu'avant, tu dois te dire, écoute, j'ai un impact sur les résultats du match. Tout à fait. Exact, à un certain point, puis sur le bien-être du joueur, ces joueurs-là, ils veulent tous jouer. Là, le plus vite possible. C'est performer, c'est d'être le meilleur, c'est d'être... Fait que nous, notre but, c'est de les aider quand ils sont blessés, c'est ça, à performer, en fait, sur le terrain. Fait que c'est assez valorisant aussi comme job. Tout à fait. Puis moi, je vois sur notre très positif, l'an dernier, malheureusement, le match contre le Rougeur avait été aussi marqué par une blessure importante, celle de Zachary. Puis à ce jour, Zachary s'est remis à courir. On le voit courir des fois sur le terrain et tout, pour un gars qui était très mal en point il y a 1 an, jour pour jour. C'est un petit miracle. Exactement, mais oui. Bon, merci beaucoup, Émilie, de ces quelques minutes que tu nous as accordées ce matin à la ligne bleue. C'est très, très apprécié. Et encore une fois, je pense qu'on peut dire au nom de toute l'équipe, félicitations pour samedi dernier et pour l'ensemble de votre travail. Bonne fête, on l'a dit tantôt. Mais félicitations pour votre travail. Les gars sont choyés. Et même nous, des fois, moi, on s'est croisés des fois dans le corridor, puis je te pose des questions pour réparer mon corps, mon vieux corps amoché de joueur du dimanche. Mais merci d'être là pour nous tous et merci d'avoir pris ces quelques minutes ce matin avec nous. Ça fait plaisir. Merci à vous. All right. Salut. Bonne journée. Bye. Bye. Bonne journée. Bye-bye. Bye.
Merci beaucoup, Émilie, pour cet entretien. Et merci à vous deux pour déjà la fin de ce 4e épisode de La Ligne Bleue. Un mot pour terminer, là, pour conclure. Ben oui, permets-moi de conclure tout de suite. En fait, je pourrais vous laisser sur les paroles de Marianne, qui sont de toujours faire les choses pour soi. Que ce soit le sport ou de faire les études. Ou pensez à vous, à tous les gens qui nous écoutent. Les gars, je vous parle à vous aussi. Absolument. Pensez à vous, puis écoutez ce que votre cœur, votre corps vous dit. Peut-être que ce ne sera pas super tendance, peut-être que ce ne sera pas au goût de votre père ou peu importe. Mais écoutez-vous, puis je suis certaine que toutes les choses vont bien se passer. Wow. Absolument, parce que on parlait même du quotidien d'un étudiant athlète, mais c'est tout à fait transposable à la vie d'un étudiant point. D'un étudiant point. C'est facile d'avoir envie de lâcher en cours de route. Il faut aussi faire preuve de résilience comme étudiant. Vraiment. Beaucoup de résilience, puis même on peut transposer ça à n'importe qui, je pense, vous me corrigerez si je dis n'importe quoi, mais qui, en fait, a un gros projet, investi dans un truc passionnément pendant super longtemps, il doit tourner la page à un moment donné pour X raisons. Ça va pour une blessure, mais je veux dire, les violonistes, quand ils se blessent la main, it's terminato. Absolument. Et je trouve ça intéressant. Tu sais, Marianne, elle a eu le choix de mettre fin à sa carrière. Hein, parce que les athlètes comme ça, un peu comme les athlètes professionnels, tu décides quand t'arrêtes. Nos athlètes à nous, dans la grande majorité des sports, il y a un nombre maximal d'années que tu peux faire. Donc, tu vois, tu as comme un compte à rebours à la fin de ta carrière. Puis pour certains d'entre eux, sont dans le prime, qu'on dit je veux dire, à 22, 23, le sommet de leur forme, c'est là. Puis il y a certains sports qu'après, il n'y a pas de débouchés, vraiment. De débouchés élite. Là, je veux dire, oui, il y en a comme exemple le football, ça me vient en tête. Il y a des joueurs qui peuvent continuer, mais il y a d'autres sports pour lesquels c'est le plus haut niveau qu'ils vont atteindre, puis ils sont vraiment au sommet de leurs heures. Donc, ça peut être compliqué, c'est pas facile. Le hockey, si je ne me trompe pas, fut un temps... Là, les Canadiennes, c'était là. Absolument. C'est là, mais ils viennent piger souvent dans notre cours et tout. C'est une bonne occasion pour les filles de poursuivre leur carrière. Mais... C'est pas le cas pour tout le monde. Non, mais il faut toujours penser effectivement à son après-carrière. Puis, dans notre cas aussi, savourer les derniers instants. On en a parlé avec Guillaume Paquet 3 semaines de cela déjà, qui nous parlait de ma dernière première pratique, ma dernière l'important, c'est de savourer le moment et de le faire pour soi, comme tu le dis. Absolument. Et moi, j'ai savouré cet épisode-là avec vous, du début à la fin. Mon Dieu, t'es un poète, toi, vraiment. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux, du mieux que je peux. Et donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et déjà, j'ai l'impression qu'on va cligner des yeux pour revenir à l'enregistrement du 5e épisode. Dans ce beau studio. En attendant, passez une belle semaine. Puis, Raphaël, on se voit tout le week-end. Donc, le week-end avec toi, Renaud. Donc, chanceux, ça va être voilà, ça va être... On va se voir assez vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Ciao!